Salut les Rey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo un peu par rapport à l'actualité, je vais essayer de pas être trop long, mais même si je sais que c'est compliqué de parler d'un sujet en quelques secondes ou quelques minutes. Donc aujourd'hui forcément on va parler bien du conflit Ukraine-Russie. Puis je vais un petit peu vous dire ce que moi je pense de tout ça. Parce que en ce moment on nous blinde le cerveau avec ça. Et je trouve ça un petit peu bizarre. Donc, ce conflit-là, moi, je m'y étais déjà un petit peu intéressé il y a à peu près 2 ans, hein, par rapport justement au conflit qui se passait, qu'il y avait au Donbass. Donc, c'était voilà un sujet sur lequel je m'étais déjà un petit peu penché et j'avais essayé un petit peu de comprendre ce qui se passait là-bas, juste voilà parce que je suis curieux et que c'est toujours bien de découvrir des nouvelles choses. Et donc là, depuis, on va dire à peu près 2-3 semaines, hein, on n'entend parler que de ce conflit entre si j'ai bien compris la situation, des indépendantistes qui veulent avoir une autonomie et ne plus dépendre du pouvoir de la Russie. Les Russes qui forcément ne veulent pas perdre certains points stratégiques et leur terrain. Et donc comme ça il y a un conflit aussi interne où il va y avoir aussi une question de culture, d'identité, de commerce, de pas mal de choses qui vont de langue, de la langue, de l'identité du peuple ukrainien, enfin d'une partie de la population ukrainienne, parce que encore une fois c'est séparé en plein de sous-catégories, donc c'est un peu compliqué de vraiment. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même au niveau de l'Ukraine, au sein même de l'Ukraine, il y a des conflits d'intérêts entre les russophones et ceux qui parlent ukrainien, bref, voilà, et pareil en Russie. Donc je suis pas un expert, hein, je suis pas là en train de vous dire vraiment ce qui se passe. J'essaie de l'analyser de la manière la plus lointaine possible, en prenant vraiment du recul sur tout ça. Parce qu'en ce moment, il y a vraiment une euphorie autour de ça. Moi, ce qui me semble bizarre, ce qui me fait tilt, hein, je vais vous le dire, c'est que, bizarrement, tous les pays se sont mis à soutenir l'Ukraine. Donc, il y a des questions à se poser parce que là, actuellement, on est en train de faire passer les Russes comme les mauvais, les agresseurs qui attaquent. Il faut savoir que des deux côtés, ils sont pas tout blancs, hein. Les Ukrainiens, ça fait des années qui tirent sur les Russes, qui tirent sur leur propre population russophone. Et les Russes de leur côté, c'est un peu pareil, quoi. Donc c'est vraiment pas clair du tout. Et le fait de vouloir faire passer les Ukrainiens comme des pauvres malheureux qui se font juste envahir par le gros méchant ours russe, je trouve que c'est vraiment exagéré. Je pense que c'est surtout une influence américaine, hein, de l'anti-soviétique, de l'anti-post-soviétique, qui fait que automatiquement on va se rallier du côté des gens qui sont opposés à la Russie. Donc voilà, moi je suis pas en train de dire que les Russes ils ont raison et que les Ukrainiens ils ont pas raison. Je pense qu'ils ont raison à leur manière et à leur niveau par rapport à leur point de vue et leur approche du truc, mais ils ont aussi tort d'une certaine manière par rapport à certains de leurs actes qui font que on n'est pas censé pouvoir soutenir et faire passer les Ukrainiens comme des pauvres malheureux qui n'ont jamais rien fait. Enfin, je parle au niveau surtout du gouvernement, ce que fait le gouvernement. Il y a vraiment des choses très très bizarres. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Je pense déjà que c'est pas notre conflit en fait, hein, tout simplement. Là en ce moment, il y a déjà des histoires avec les Corses qui veulent leur indépendance depuis, depuis que la Corse existe et qu'elle est censée être française. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on parle pas plutôt des indépendantistes corses, des indépendantistes catalans, des indépendantistes basques, des Normands, tiens tant qu'on y est, des Bretons, voilà, on peut tout mettre, hein. Bizarrement, ça on en parle beaucoup moins. Bon, la Corse forcément avec l'affaire Ivan Colonna, mais sinon à part ça, on parle pas tellement d'indépendantistes et puis on a même tendance à leur cracher dessus. Et là, bizarrement, on est en train de soutenir un pays
qui prône justement l'autonomie et qui se défend. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense? Voilà, je pense que vraiment c'est pas notre conflit, ça ne nous regarde pas. Voilà, c'est un peu comme dans Les Inconnus en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que cela ne nous regarde pas, mais on va quand même aller se mêler des affaires des autres. Donc les Ukrainiens, c'est leur problème, ça fait des années que ce conflit-là existe, ça fait des années que des gens meurent, ça fait des années que les Ukrainiens se font bombarder par les Russes, ça fait des années que les Russes ou les russophones se font bombarder par les Ukrainiens. Voilà, ça fait des années que le conflit est là. Dans d'autres pays, c'est pareil, il y a des gens qui se font tuer, il y a des gens qui se battent pour protéger leurs terres. Tiens, on peut parler par exemple du peuple Karen vers la Chine. Eux, on n'en parle jamais, pourtant ils sont aussi, ils veulent leur autonomie, leur indépendance, et ça fait des années et des années qu'ils sont enlisés dans ce conflit-là. Bon, personne ne leur vient en aide, pourtant on devrait. Bon, voilà. Alors pourquoi d'un seul coup l'Ukraine, ça devient les pauvres malheureux qu'il faudrait obligatoirement soutenir? Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les soutenir non plus. Mais je pense que là, on est en train de s'engager. Dès que je dis nous, c'est le gouvernement qui sont censés nous représenter, nous, même si c'est pas forcément toujours le cas, qui commence, comme là en ce moment, il y a les avions, nos avions français qui partent patrouiller le long des frontières pour pas qu'il y ait d'entrée, on va dire de raids aériens. On en voit déjà, il y a certains militaires français qui sont mobilisés là-bas, j'en connais même personnellement qui y sont. On envoie de l'aide logistique, matérielle, humanitaire. Bon, ça à la rigueur, ça, si on leur envoie juste de l'humanitaire, il n'y a pas de souci. Mais le souci, c'est que tous les pays du monde commencent aussi à leur envoyer de l'équipement, des munitions et tout ce qu'il faut. Donc ça va commencer à poser problème parce que ça veut dire qu'on se mêle à ce conflit-là d'une certaine manière, que ce soit directement ou indirectement. Je pense qu'il faut aussi regarder ce qu'ils disent de l'autre côté, même si je sais que c'est toujours... il y a beaucoup de propagande et de mensonges dans ce qui est en train de se passer. Des deux côtés, c'est ça, c'est qu'il faut comprendre, c'est que ce que vont dire les Ukrainiens, il y a aussi beaucoup de manipulation, tout comme les Russes vont faire beaucoup de manipulation au niveau même de leur propagande, au niveau des vidéos qu'on va voir circuler sur Internet. Il y en a beaucoup qui sont soit sortis de leur contexte, soit qui sont purement et simplement fausses. C'est soit extrait de films, soit extrait par exemple pour la fameuse légende du fantôme de Kiev. En fait ça vient c'est pas un jeu, c'est un simulateur de combat aérien qui s'appelle DCS. Oui, mais sauf que les gens, la plupart du temps, ils connaissent pas ce système-là. Et ça, j'ai réussi à le savoir. Et il y a plein de gens qui font des analyses d'images et de tout ce qui se passe. Comme par exemple, je vais vous donner une bonne chaîne à suivre, c'est AT. C'est ATE. Ça se dit AT, mais c'est ATE. Et c'est un ancien pilote de la Marine nationale et de l'armée de l'air canadienne, si je me trompe pas. Enfin bref, c'est un mec bien... il s'y connaît en aéronautique, qui justement analyse en ce moment ce qui est en train de se passer, analyse les postures des avions, le type d'avion, donc à qui ça appartient, pourquoi est-ce qu'ils volent de telle manière, pourquoi est-ce qu'ils tirent tel missile, donc tel missile c'est pour tel type de munition, c'est pour tel type de cible, etc., etc. Et comme ça on peut essayer de revoir, comprendre vraiment ce qu'il y a autour de ça, et mieux comprendre qu'en fait il y a beaucoup de manipulation, comme en ce moment on voit les véhicules avec le Z là. Sachez que pas mal de ces images, je vais pas dire toutes, mais il y en a une bonne partie qui sont purement et simplement du montage vidéo. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, il y en a plein qui ont réussi à justement retrouver les photos originales. Et on voit qu'en fait c'est tout simplement une superposition d'une espèce de peinture qui mettent par-dessus une sorte de texture qu'ils vont mettre sur les véhicules pour faire un marquage. Et ça, on se rend compte qu'aujourd'hui on est surtout sur une guerre médiatique. L'Ukraine-Russie, c'est une guerre de propagande parce que comme dans toute guerre il y a de la propagande, il faut faire la promotion de son armée, de sa force, etc., etc. Il faut montrer qu'on est là, qu'on s'impose, qu'on est bienveillant envers les soldats ennemis, et c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Des deux côtés, les Russes montrent qu'ils se comportent bien avec les prisonniers ukrainiens, les Ukrainiens se comportent bien avec les prisonniers russes, etc., etc.
Mais ça, c'est juste une guerre médiatique, c'est-à-dire que dès qu'un journaliste va être là, forcément, ils vont pas se mettre à tabasser, à lyncher des prisonniers. Bon, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas le cas. Et il y a pas mal de choses qui sont pas nettes en fait dans ce qui est en train de se passer. Le souci, c'est que ça va avoir des répercussions chez nous, qu'on le veuille ou non. Et là, on commence déjà à le voir. Donc après, d'après ce que dit Vladimir, le prix du carburant, du gaz ou même des aliments n'a rien à voir avec ce conflit-là. Donc après, encore une fois, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes et essayer de vraiment chercher et creuser le truc. Mais dans tous les cas, là, ce qui se passe en France, déjà, il y a une explosion des prix, que ce soit dans les magasins ou dans les pompes à essence. Donc il va falloir être encore plus prévoyant et faire le stock maintenant avant que les prix explosent encore plus. Parce que là, c'est soit vous avez déjà fait votre stock et vous êtes tranquille, vous attendez la baisse de la pénurie, que ça retombe au prix normal, voire en dessous, pour racheter, etc., etc. Ou alors il faut acheter maintenant, tant qu'il en est encore temps, et qu'on peut encore le faire, parce que c'est des prix, quand même s'ils sont un petit peu chers, ça reste relativement raisonnable par rapport à ce qui va sûrement arriver. Mais voilà, il y a des répercussions actuellement déjà sur la vie sur notre vie. Et ça ne veut pas dire que plus tard on ne sera pas directement mêlé à ce conflit-là, parce que là il y a d'autres pays qui commencent à s'y mêler, et nous, il y a des risques aussi qu'on s'y mêle. Et voilà, ce que je veux dire vraiment dans tout ça, c'est qu'il faut pas se dire ok, moi je suis pour les Russes parce que les Russes nanani, moi je suis pour les Ukrainiens parce que j'ai l'impression qu'ils sont des pauvres petits malheureux qui se font massacrer. Il faut savoir que des deux côtés en fait, des deux côtés ils tirent sur leur population, des deux côtés ils bombardent des civils, des deux côtés ils mentent aux médias, des deux côtés, enfin voilà, il y a vraiment une propagande autour de ça, de la désinformation. Mais ça, les gouvernements le savent, mais nous, on va toujours, encore une fois, essayer de nous maintenir dans ce niveau de bêtise. Si vous suivez un petit peu les journalistes qui sont sur le terrain, moi j'en suis quelques-unes, vous en avez une notamment justement qui a révélé il y a quelques jours, justement le fait que la plupart des bombardements qui se sont effectués sur le terrain ukrainiens sont faits par justement l'armée ukrainienne, parce que ce sont une partie de la population qui sont russophones, et donc automatiquement voilà, ils vont s'en prendre à eux quoi, tout simplement. Et ça fait des années et des années que ça existe, sauf que derrière, vu que encore une fois nous on est des occidentaux, on n'est pas des slaves, donc les langues on les distingue pas tellement, mais moi entre l'ukrainien et les russes, vu que des fois les ukrainiens sont aussi russophones et que des fois c'est un peu compliqué, à l'oreille déjà on a du mal à savoir à qui on a affaire. En plus de ça, ils ont les mêmes équipements, tous avec des AK, les véhicules sont quasiment les mêmes, les aéronefs sont quasiment les mêmes aussi, l'armement est quasiment les mêmes. Donc comment vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe et savoir vraiment à qui vous avez affaire, ou ça, comment? En fait, il faudrait vraiment faire des investigations comme certains ont déjà fait, des journalistes, localiser des zones par rapport à des repères visuels sur les images, et savoir en temps réel, voire avoir des gens sur le terrain qui puissent vraiment confirmer que telle troupe est bien à tel endroit, que tel convoi a bien été détruit, que c'était bien des véhicules de telle partie, qu'il y a bien eu des marquages, etc., etc. Sauf que là, en fait, on est aujourd'hui dans un monde où c'est le sentiment en fait qui prend le dessus. Ah mon Dieu, les pauvres Ukrainiens qui sont dans les métros, ils sont bombardés par les méchants Russes. Oui, de l'autre côté c'est exactement pareil. Donc dans ces cas-là, venons aussi en aide aux Russes. Puis tant qu'on y est, on peut aussi faire ça avec les Karen, puis avec tous les autres peuples qui se font massacrer. Non, on le fait pas parce que là, il y a des intérêts derrière. Et ces intérêts-là, lesquels sont-ils? Pour moi, si je vois tous les pays, parce que là tous les pays veulent absolument aider l'Ukraine, c'est qu'il y a quelque chose soit à protéger, soit à récupérer, soit quelque chose qui ne doit pas tomber entre les mains des Russes. Et les Russes, tous les infos qu'ils peuvent avoir et balancer au nez des Occidentaux, des nations occidentales, ils vont le faire. Et là déjà, qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'on découvre?
c'est déjà les bombardements des Ukrainiens sur les Ukrainiens. Ça peut être également que ce sont des points stratégiques au niveau du commerce. Donc forcément, tous les pays veulent un peu mettre la main dessus. Il doit y avoir, à mon avis, beaucoup de ressources à récupérer dans ces pays-là. Donc encore une fois, quand il est question de ressources, les Nations Unies et tout, voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment le cliché des Américains dès qu'ils sentent « Ah, il y a du pétrole chez toi ? Allez, je vais te ramener un petit peu de démocratie. » Bon, c'est vraiment ça. Là, ce qui est en train de remonter, donc attention, il va falloir vérifier cette info et vraiment être sûr de sa véracité. Mais on retombe un peu sur le même schéma que dans la ville du pays. Alors comment je l'avais appelé dans l'autre vidéo, de l'étoile jaune sur fond rouge. La ville qui commence par Wu et qui finit par An. Je crois que ça se dit comme ça. Hein. Eh bien, on avait découvert un certain, pour ne pas dire le mot, local dans lesquels des gens en blouse blanche travaillaient sur des petites choses qui peuvent être balancées sur de la population ou des gens pour pas leur faire du bien. Mais pas du côté civil, mais de l'autre côté. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Et bien là, en fait, on est en train de découvrir que, en Ukraine, il y en a un. Il y en a un qui travaille justement sur ce genre de choses et les Russes ont mis la main dessus et sont en train de décortiquer les dossiers. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'on veut absolument nous, parce que ça, il faut savoir qu'encore une fois, ça ce sont des labos d'après les infos que j'ai pu avoir là-dessus. Ce sont je vais appeler ça voilà, un labo, au moins tout le monde comprend. Qui travaillait justement avec, je crois, si je ne me trompe pas, la France. Hein. La France ou un autre pays de l'Union Européenne. Dans tous les cas, c'est des gens qui sont, on va dire, avec nous, dans le sens où ils font partie également de cette coalition-là. Donc voilà, il y a des choses très bizarres qui se passent. Et je pense qu'il faut vraiment pas se lancer dans du sentimentalisme par rapport à ce genre de conflit. Les guerres, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui vont mourir, des civils qui seront tués. Ça malheureusement ça fait partie des choses. Par contre là où je voulais vraiment appuyer, c'est que par contre je veux vraiment pour le coup saluer la résilience ukrainienne, même si voilà je ne suis pas forcément de leur côté ni du côté des Russes, hein. Je peux comprendre leur combat, leur volonté de vivre libre. Et c'est marrant parce que si on s'intéresse un petit peu à l'histoire de l'Ukraine, du peuple ukrainien actuel, on se rend compte que c'est un peu des descendants des gens du Nord. Et comme par hasard, ce sont les seuls actuellement, c'est impressionnant, mais donc encore une fois, c'est bien sûr en regardant la propagande qu'on a en ce moment sur les médias, mais c'est impressionnant et je veux vraiment grand respect par rapport à ça. C'est fou de voir toute une population résister, tenir tête, prendre les armes pour défendre leur culture, leurs valeurs, leur terre, tout simplement chez eux. Et je crois qu'actuellement c'est le seul pays qui a encore les couilles de vraiment faire ça. Parce que nous on fait genre de s'engager mais pas vraiment, enfin on sait pas vraiment. Eux, ils n'ont pas eu peur. Ça fait des années déjà qu'il y a pas mal de volontaires qui s'engagent. Et pour le coup, le peuple ukrainien est vraiment très très résilient. Ils sont très bien organisés. C'est là qu'on voit encore une fois que ce qui compte avant tout, c'est le mental en fait. C'est ce qu'ils ont dans la tête. Eux, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout, à tous crever jusqu'au dernier s'il faut pour protéger leur terre, leur culture, leur langue, etc. Et à mon avis, ils le feront, bien sûr, il y a des gens qui ne sont jamais d'accord avec ce conflit-là, qui fuient, mais pour ceux qui restent et pour ceux qui veulent vraiment protéger chez eux, on voit qu'ils sont vraiment déterminés et que malgré leurs petits moyens, la volonté, leur simple volonté et leur engagement fait que, malgré leur peu de formation, parce que la plupart du temps ce sont des civils ou des gens qui ne sont pas du tout formés, hein, il faut voir un petit peu aussi l'historique de l'Ukraine. Ils ont une petite armée régulière, mais ils n'ont plus grand-chose. Donc face au monstre, au géant russe, ils arrivent à lui tenir tête et à le défoncer. Bien sûr, c'est des deux côtés. Mais ils leur tiennent tête et c'est vraiment un beau geste à saluer de voir encore aujourd'hui un peuple
qui est prêt à crever jusqu'au dernier pour juste leur liberté en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Ils se battent pour leur liberté et la préservation de leur culture. Et ça c'est vraiment à saluer parce qu'aujourd'hui il y a, je pense, aucun peuple qui serait prêt à faire ça. Et eux ils le font. Ils le font et pour certains même avec le sourire, c'est-à-dire que chez nous durant le Charlie on était tous là à faire du chouinage. Alors qu'on avait 99,9% de chances de ne pas en mourir. Bon, eux, ils ont 99,9% de chances d'y rester. Et bon, voilà, il y en a qui s'amusent même à faire des petits tutos, comment conduire un char, un char volé, ce genre de truc. Enfin, c'est là qu'on se dit qu'en fait, ils ont une notion complètement différente de la vie et de tout. C'est qu'en fait, ils sont aussi habitués à ce conflit-là depuis des années. Et non, c'est assez impressionnant leur niveau de résilience. Et en fait, on voit que c'est là que la solidarité fait tout. Parce que dans énormément de pays, en fait, ça se serait passé complètement différemment. La population se serait entre-massacrée pour piquer de la bouffe ou pour des conneries. Bon, bah eux, ils ont réussi à être résilients déjà psychologiquement face à tout ça. Ils sont résilients parce que ils font confiance à la population, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une histoire de confiance et comment dire, de responsabilisation en fait. Eh bien, ils vont aller distribuer comme ça, ils vident des camions d'AK et ils les donnent aux gens. Bon, bah c'est pas en France qu'on verra ça, quoi. Déjà, pour avoir un Opinel sur soi, c'est compliqué. Alors le jour où le gouvernement fournira des HK, parce que pour le coup c'est pas des AK mais c'est des HK nous maintenant, bon bah on peut encore attendre longtemps. On sera mort d'ici là. Et c'est ça justement qui fait que la population est déterminée et même sans équipement, ils vont réussir à bloquer des convois juste parce qu'ils ont la volonté, ils ont la niaque. Et c'est là qu'on voit qu'en fait ça fait... Qu'est-ce que c'est ? Et on voit que ça fait vraiment toute la différence, le fait d'avoir la niaque, d'avoir la volonté d'être déterminé. Face de l'autre côté, à la plupart du temps, des soldats russes qui font juste leur service, qui veulent rien, ils veulent pas de conflit, ils veulent tuer personne. Ils s'en foutent en fait. C'est pas leur, c'est pour certains oui, mais pour d'autres non. C'est pas leur conflit. Et ils se retrouvent mêlés là-dedans, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont pas déterminés. Ils ont aucun intérêt à aller là-bas. Par contre, de l'autre côté, les Ukrainiens, eux, c'est leur terre. Et ils sont déterminés à aller crever jusqu'au dernier pour aller protéger leur terre. Et donc forcément, dès qu'on n'est pas déterminé, qu'on tombe face à des civils qui sont juste des comment on appelle ça, des je sais pas, il y a pas de mots pour définir ça. Ce sont tout simplement des guerriers, c'est-à-dire que eux ils se battent pour un idéal, pour une idée. De l'autre côté, c'est des soldats, c'est des miliciens. Ils sont là juste pour le fric. Et c'est là qu'on voit la grande différence entre les deux et ce que ça représente. Et le truc, c'est qu'en fait, les deux ne sont pas. Tout à l'heure, je disais qu'ils sont pas très très clairs, très nets, très propres, très clean, parce que les Russes, c'est quoi leur excuse ? Pardon. L'excuse des Russes, c'est on va aller dénazifier l'Ukraine. Parce qu'il y a la division Azov, et voilà. Mais le truc, c'est que de l'autre côté, en fait, si on regarde, les Russes, ils ont des Tchétchènes. Donc, excusez-moi, mais c'est pas mieux que Azov. Donc, au final, c'est ça qui est marrant, c'est que des deux côtés, ils ont une bonne excuse pour aller se foutre sur la gueule avec l'autre. Mais en fait ils font pas mieux, donc c'est pour ça ce conflit là, moi je respecte les Ukrainiens par rapport à leur détermination et leur combat. Les Russes, eux, c'est plus voilà, c'était chez eux donc ils veulent récupérer ça, et parce que c'est des points stratégiques et commerciaux, mais ils sont pas déterminés, donc il y a que peut-être sur le long terme, et encore vraiment je sais pas du tout. Faut pas avoir de certitude en fait dans la vie. Je ne peux pas dire c'est un tel ou un tel qui va gagner. En tout cas, les Ukrainiens ont déjà gagné psychologiquement tout ça, spirituellement, intérieurement cette guerre, parce que eux, ils savent déjà la finalité de la chose en fait. C'est soit ils arrivent à récupérer leur terre et ils vont mourir, soit ils vont la protéger jusqu'au bout et ils vont mourir. C'est pas compliqué. De l'autre côté, les Russes ils savent pas encore vraiment. Enfin, voilà. Il y a toujours un jeu géopolitique, stratégique,
financiers, bref, c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, les deux ne sont pas clairs, les deux ne sont pas clean. Donc de là à vouloir absolument soutenir les Ukrainiens, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas soutenir les Ukrainiens par solidarité, on va dire, européenne. Voilà, c'est des gens qui font partie d'une certaine manière de la même culture que nous. Donc oui, je pense que oui, ça joue énormément. Forcément, c'est normal. Hein. On, on se rapproche plus facilement des gens qui nous ressemblent. C'est tout à fait naturel. Et ça, on peut rien y faire. Hein. Vous regardez, même prenez une école maternelle, un collège, eh bien, vous allez avoir toutes les racailles qui vont aller ensemble. Moi je me souviens, à mon époque c'était les skaters, tous les gens, les intellos, ils sont ensemble. Parce que ils ont les mêmes motivations, les mêmes inspirations. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que oui, il faut accueillir bien sûr des Ukrainiens à juste mesure, tout comme il faut accueillir d'autres personnes d'ailleurs en respectant bien sûr les règles pour qu'ils puissent le faire. Je dis pas qu'il faut accueillir tout et n'importe quoi à outrance, hein, parce que ça c'est un gros souci aujourd'hui. Mais ça remet aussi sur la table un petit peu le souci des réfugiés, des statuts des réfugiés, de l'immigration. Et c'est intéressant de voir un petit peu comment on se comporte. Mais oui, moi je suis favorable à l'accueil des Ukrainiens à juste mesure, mais il ne faut pas que ça nous pénalise nous, parce que forcément c'est comme, en fait un pays c'est comme une maison. C'est tout simple en fait comme principe, comme logique. C'est chez vous, c'est chez vous. Bon, vous êtes prêt à accueillir peut-être quelques invités, mais il ne faut pas que ces invités-là débordent sur votre espace personnel et se mettent pas à piller votre frigo par exemple, ou se mettent pas à dicter leurs lois chez vous. Il ne faut pas oublier que c'est chez vous. Bon là c'est pareil, c'est-à-dire que oui, il faut accueillir des gens, mais à condition qu'ils respectent les lois. C'est pas compliqué. Si quelqu'un fout la merde chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez pas chez vous, vous le foutez dehors. Bon voilà, c'est exactement pareil. Je vois pas pourquoi ça serait différent. C'est exactement pareil. Enfin voilà, c'est compliqué comme conflit, mais voilà, moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Après, je reconnais que les Ukrainiens ont une vraie détermination, et ça, franchement, un gros respect, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui le feraient. Hein. Croyez-moi, en France, on aurait le 1/100 de tout ce qui se passe là-bas. Je vous jure que les 3/4 des Français, ils auraient déjà un dico russe sous la main, et ils auraient déjà appris les bases. Hein. Bon, moi j'en ai un, ça fait des années que je l'ai acheté. Hein. C'est pas pour le coup, je m'en suis jamais servi, mais c'était manière de, voilà, parce que le russe m'intéressait. Je voulais apprendre le russe, mais à l'époque. Mais voilà, je me suis jamais plus penché là-dessus plus que ça. Et voilà, c'est surtout pour l'humour, en disant que voilà, si ça se passait en France, je vous jurerais que les 3/4, ils seraient déjà en train de prendre des cours de russe pour leur lécher les boules. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce conflit-là, mais vraiment faut toujours le prendre avec des pincettes et vraiment comprendre vraiment quel est l'intérêt de la Russie de reprendre ce terrain, quel est l'intérêt nous de le protéger.